Dans un instant sur ce plateau, vous entendrez le témoignage de Bertrand, un père de famille dont la vie a brutalement basculé. Le 29 septembre, sa compagne l'appelle aux alentours de 14h30. Elle lui annonce que leur fils, Tom, âgé de seulement 4 mois, vient de faire un arrêt cardiaque chez la nourrice. Au domicile de cette dernière à Bondeval, dans le Doubs, le bébé est inconscient. Il est immédiatement élitreillé vers le CHU de Besançon. Commence alors une batterie d'examens et les médecins comprennent rapidement que Tom a été victime de plusieurs secouements. Un geste qui a eu de graves conséquences sur le nourrisson. Son état est très préoccupant. Le petit Tom respire uniquement à l'aide d'une machine. Son cerveau est en partie détruit. Après 12 jours de coma, ses parents n'ont plus le choix. Ils doivent lui dire adieu. Le 2 octobre 2014, Tom décède dans leurs bras à l'hôpital. Depuis ce terrible jour, Bertrand se bat pour son fils disparu. Il sera en direct. Le lundi 29 septembre, Bertrand est en congé lorsqu'il reçoit un appel de sa compagne. Occupé à jardiner, il n'entend pas sonner son téléphone portable. Mais il s'aperçoit rapidement qu'il a un message vocal et l'écoute. Tom, son bébé de 4 mois, vient de faire un arrêt cardiaque chez la nourrice. Il se précipite au domicile de cette dernière qui se situe à 5 minutes en voiture à Bondeval, c'est dans le Doubs. Sur place, il trouve sa compagne, la nourrice, ainsi que les pompiers qui sont déjà occupés à faire un massage cardiaque à son fils. Le cœur du petit garçon repart au bout de 10 minutes. Mais il plonge immédiatement dans le coma et doit être transporté en urgence à l'hôpital. Avant d'accueillir sur ce plateau, en direct, Bertrand, le papa de Tom, retour sur cette journée où la vie de cette famille a basculé. Nous sommes à Bondeval, un petit village de 475 habitants, situé dans le Doubs, près de Montbéliard. En 2014, c'est ici que vivent Bertrand et sa compagne, avec leur fils, âgé de 2 ans. Et la famille s'apprête à s'agrandir. Au début du mois de juin, un petit homme pointe le bout de son nez. Ses parents s'étaient bien préparés à sa venue. Ils s'étaient même renseignés plus de 7 mois avant la naissance afin de pouvoir placer leur bébé chez la même nourrice qui s'occupe déjà de l'aîné. Mais faute de place, ils ont dû chercher une nouvelle assistante maternelle agréée. Après plusieurs entretiens, leur choix se porte sur Béatrice, la quarantaine. Et ils signent un contrat plusieurs mois avant la naissance de Tom. Mais une semaine, après avoir confié Tom à Béatrice, la sérénité se transforme en angoisse. Le vendredi 19 septembre, Bertrand récupère son fils dans un état inquiétant. Il a le teint livide et semble malade. Mais l'assistante maternelle rassure le papa. Il ne s'est rien passé dans la journée. En voiture, Tom s'endort tranquillement. Mais à l'arrivée, il vomit sur son père. De plus en plus inquiets, les parents décident de l'amener dès le lendemain chez le médecin. Il diagnostique alors une banale rhinopharyngite et prescrit aux parents de quoi le soigner. Pourtant, les jours passent et l'état du nourrisson ne semble pas s'améliorer. Il se dégrade même. Le mercredi suivant, ses grands-parents viennent le chercher en catastrophe chez Béatrice pour l'emmener aux urgences. Le petit homme reste alors hospitalisé pendant 4 jours sous surveillance. Et on lui fait passer plusieurs examens. Les médecins suspectent une allergie à la protéine de lait de vache. Au bout de ces quelques jours, le petit homme semble enfin aller mieux. Il a retrouvé le sourire et le samedi, la famille rentre, soulagée, à la maison. Le lundi suivant, les parents de Tom le ramènent donc chez la nourrice, Béatrice. Mais ce matin-là, ce sera la dernière fois qu'ils verront leur fils de 4 mois en vie. En début d'après-midi, vers 14h30, Bertrand reçoit un message vocal de sa compagne. Cette dernière vient d'être appelée en urgence par la nourrice, paniquée. Tom a fait un arrêt cardiaque. Lorsqu'elle arrive chez l'assistante maternelle, la maman trouve son fils, nu, sans couche, allongé sur la table basse.
Elle appelle le SAMU et engage immédiatement le massage cardiaque. Quand Bertrand arrive à son tour, les pompiers ont pris le relais. Et 10 minutes plus tard, son cœur repart. Mais Tom plonge dans le coma. Il est élitreuillé au CHU de Besançon, où il est pris en charge. Et le mardi soir, les médecins vont faire une révélation lourde de conséquences. Leur fils a été victime du syndrome du bébé secoué. Et les dégâts sur son cerveau sont considérables. Le lendemain, les parents de Tom portent plainte contre X. Après 12 jours d'hospitalisation, les soignants n'ont plus d'espoir. Le 2 octobre, les parents de Tom prennent la douloureuse décision de débrancher les machines qui le maintiennent en vie. Mais alors, que s'est-il passé ce lundi 22 septembre 2014 ? La nourrice est-elle responsable ? Et comment les parents de Tom vont-ils se remettre de ce décès brutal ? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes le papa de Tom. Bonjour maître Natacha Léblian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate de l'association Tatiana, syndrome du bébé secoué. Bertrand, c'est une histoire terrible parce que ce petit Tom n'avait que 4 mois quand il est décédé. Ce qui est assez terrible dans cette histoire, c'est qu'au départ, c'est pas cette nounou en fait que vous vouliez pour lui. Vous vouliez la nounou de votre premier enfant. Tout à fait. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de place. Elle n'a pas pu avoir c'est l'extension d'agrément pour accepter nos 2 enfants en plus des enfants qu'elle gardait. Donc on a dû décider début 2014 de repartir dans le chemin de trouver une nouvelle nounou agréée. Et donc on a revisité, téléphoné beaucoup de nourrices pour trouver celle où on pensait la meilleure pour nous, nos yeux, correspondant à ce qu'on souhaitait. Et que vos enfants seraient en sécurité parce que vous lui avez confié vos 2 enfants, du coup, c'est ça? Tout à fait, on a décidé on avait trouvé la nounou courant février, on a fait un accord à l'amiable, etc. Notre fils Tom est né en juin. Et après, on a signé le contrat et on a décidé, pour le bien des 2 enfants, de les mettre en même temps, en septembre, à la rentrée de septembre, chez elle. Comment vous aviez choisi cette nounou? Ce qui est important, vous l'avez dit rapidement, c'est qu'elle soit agréée. Ça, c'était important pour vous. Vous ne souhaitiez pas la confier Tom à n'importe qui. Et puis également, vous l'aviez rencontrée? Vous avez eu un contact avec elle? Tout à fait. On a pris la liste des professionnels agréés. Et après, on a téléphoné. On en a choisi par rapport au secteur qu'on souhaitait, entre le travail, la maison. Et après, on a visité cette personne, 1 fois, 2 fois. Puis après, une 3e fois pour signer. Bon contact avec elle, bon... Ça semblait c'était propre. Elle répondait à nos questions. Et suivant ce qu'elle nous montrait et ce qu'elle nous disait, on considérait que c'était suffisant et que ça correspondait à nos attentes pour pouvoir mettre nos 2 enfants en toute sécurité. Voilà. Vous vous souvenez de ce jour qu'on racontait, ce jour où vous avez reçu ce fameux coup de téléphone? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'avais pris ma journée pour jardiner on avait passé 4 jours à l'hôpital, après le 2e secouement. Vous ne saviez pas que c'était des secouements à ce moment-là? Non, on ne savait pas. Voilà, c'est ça. Vous aviez Tom qui n'était pas très bien, qui avait des malaises, mais à ce moment-là, vous ne saviez pas bien évidemment tout à fait, ce qu'il avait. Il y avait des recherches médicales qui étaient faites. Tout à fait. Donc j'ai entendu mon téléphone sonner, je suis arrivé trop tard, donc j'ai lu le message vocal que mon épouse m'a annoncé que j'aille vite chez la nourrice. Tom avait fait un arrêt cardiaque. Donc j'ai pris mes clés de voiture et je suis foncé chez elle. Vous pensez à quoi pendant le chemin? Qu'est-ce que vous vous dites? Rien. J'ai foncé, j'ai tout fait pour arriver le plus vite possible. En arrivant, j'ai croisé le SAMU, que j'ai laissé passer, sirène hurlante, et j'ai compris que c'était pour mon fils. Et je me suis garé, et puis j'ai foncé chez la nourrice, et j'ai trouvé un pompier en train de faire un massage cardiaque sur mon fils, inanimé, nu avec sa couche, sur une table basse. Quand on est papa, c'est terrible en fait de se retrouver dans une scène parce qu'on se sent en même temps impuissant face à ça. Le temps s'est arrêté. J'ai trouvé mon épouse effarée, traumatisée, comprenait pas, et on a laissé les professionnels faire les actes de premier secours. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs dans ce cas-là. Voilà,
J'avais un œil sur mon fils pour garder les contacts, pour comprendre, mais il était déjà plus mon fils à ce moment-là. Et puis j'ai sur mon épouse pour la soutenir, parce que quelques minutes après, elle a fait un malaise. Donc on essaie de garder le lien de tout ça, de supporter tout ça. Et après, le SAMU a pris correctement en charge notre fils. Ils ont réussi à le réanimer après de très longues minutes. Et une équipe de Besançon en hélicoptère est arrivée pour prendre en charge entièrement et l'a emmené au CHU de Besançon immédiatement. On peut féliciter la mobilisation du personnel médical, hélas, même si la fin est tragique, mais il y a de gros moyens qui ont été déployés pour tenter de sauver Tom. Oui, là-dessus, c'est irréprochable. Irréprochable, ils ont été à la hauteur, comme l'hôpital de Besançon. Et la nounou, pendant que vous étiez là en train d'assister à cette scène terrible, elle était où? Elle était une fois à l'intérieur de la maison, une fois à l'extérieur. On n'a donné pas d'explication de ce qui s'est passé. Nous, à ce moment-là, on n'a aucune pensée de dire qu'on a maltraité notre fille. C'est pas possible. On n'a pas posé de questions. On était totalement pris par l'événement qui se passait. Moi, je réconfortais mon épouse. C'est elle qui a fait un massage cardiaque quand elle est arrivée, qui a donné les premiers soins médicaux. Elle a fait un malaise, donc je l'ai soutenue. Et c'est ça qu'on fait. J'ai soutenu mon épouse, mon fils comme je pouvais. J'avais mon grand qui dormait, qui était à la sieste. On avait peur aussi qu'il entende. Et heureusement. Qui était dans l'appartement, forcément, parce qu'ils étaient gardés ensemble. Voilà. Et on pense qu'à ça. On ne pense pas à accuser, à poser des questions. On est dans le moment présent, de vivre là chaque seconde après chaque seconde pour comprendre et puis pour soutenir comme on peut. Et pour être attentif, est-ce que mon fils son cœur va repartir? Donc il y a eu ce moment d'espoir quand le cœur est reparti? Oui, ça c'était une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'hélicoptère est arrivé, ils l'ont pris correctement en charge, correctement. Ils nous ont expliqué ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils font et pourquoi ils l'ont emmené au CHU de Besançon. Vous allez ensuite au CHU de Besançon, je suppose? Tout à fait, on se fait emmener au CHU de Besançon. Je n'étais pas dans l'état de conduire. Directement au CHU de Besançon, où on a retrouvé notre fils Tom dans une salle branché de partout, des tubes dans le nez, dans la bouche, des perfs dans tous les sens. Ils avaient déjà commencé les premiers examens. Que vous disaient les médecins? Personnellement, je ne me souviens pas de ces moments-là. Ils cherchaient à comprendre, à voir. Voilà. À aucun moment au début, le lundi, ils suspectaient de la maltraitance du tout. Ils ont posé beaucoup de questions. Est-ce qui s'est passé les jours précédents? Est-ce qu'on a donné le carnet de santé? On a donné tous les éléments qu'on avait à notre disposition? Est-ce qu'il y a eu des soucis les mois avant, les semaines avant? Il n'a jamais été malade, notre fils, précédemment. Il y avait juste quelques malaises depuis quelques jours, quelques jours auparavant. Voilà, on a expliqué le vendredi, 19 septembre, quand je l'ai récupéré, il était vide, pâle, blanc. On pensait que c'était plutôt des allergies à ce moment-là. Personne soupçonnait de maltraitance. Une rhinopharyngite. En fait. Nous, on a vu le lendemain matin, samedi matin, à 8h, notre médecin de famille pour le consulter. Il avait vomi sur moi, on ne comprenait pas, il était livide. On n'a eu aucune alerte de notre nourrice comme quoi elle avait fait quelque chose sur notre fils. Voilà, on a expliqué l'hospitalisation de Tom le mercredi jusqu'au samedi. Voilà, on donnait tous les éléments qu'on pouvait pour les aider, pour comprendre ce qui se passait. Et puis, c'était le lundi, mon épouse est restée. Moi, je suis revenu le mardi matin à la première heure pour soutenir mon épouse, pour être à côté de mon fils, et on s'est relayés. Et à quel moment on vous parle pour la première fois de maltraitance? Le mardi soir, vers 21h30, où la neuropédiatre et une infirmière me prennent à part dans une salle pour m'expliquer, après plusieurs examens, un scanner, une radio, un fond d'œil, pour me dire, en fait, votre fils a subi le syndrome du Bességué, et plusieurs fois. Donc, c'est un moment choquant, c'est incompréhensible, puisqu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, donc je ne connaissais pas spécifiquement ce qu'était le syndrome du Bességué, on m'a expliqué. Mais l'acte en lui-même, quand on voit, c'est impossible de le faire. En tant que père, en tant que mère, on ne peut pas concevoir de maltraiter avec une violence tellement forte un enfant comme ça et plusieurs fois.
Et pourtant, en général, dans ces cas-là, maître, c'est souvent les parents qui sont les premiers soupçonnés. Exactement. C'est en général vers les parents que se tournent les premières interrogations et les premiers soupçons. Exactement, puisque en général, ce sont les parents qui sont en contact avec leur enfant. Donc la véritable difficulté dans les cas de bébés secoués, c'est de savoir, c'est de dater finalement le moment où il y a eu les secouements, et est-ce que finalement, au moment où il y a eu les secouements, les parents étaient avec leur enfant. On peut peut-être juste rappeler, parce que moi, j'aime pas du tout ce terme de bébé secoué, mais bon, c'est personnel, parce que je trouve que ça reflète pas la violence, parce que bébé secoué, on a juste l'impression qu'on fait ça, en fait. Or, c'est quelque chose de plus violent. C'est extrêmement violent. C'est vrai qu'on n'est pas venu aujourd'hui avec le poupon, où on aurait pu vous montrer à quel point c'est un geste extrêmement violent, où c'est à la limite de briser la nuque de l'enfant. Mais c'est pas juste secoué. Voilà. On ne peut pas causer un cas de bébé secoué, on ne peut pas être en présence d'un cas de bébé secoué par un enfant qui tombe dans une poussette, par un enfant qui tombe de sa table allongée. Ça suppose un acte extrêmement violent sur un enfant. Voilà, et c'est pas juste lui dire, le prendre comme ça et lui dire mais tu as fait des bêtises. C'est pas ça, c'est beaucoup plus violent que ça. C'est beaucoup plus violent, et je dois vous dire que lorsqu'on fait des ateliers de prévention, je m'écarte un petit peu du sujet, mais lorsqu'on fait des ateliers de prévention et qu'on vient justement avec ce poupon pour montrer quel est le geste qui est à l'origine finalement des lésions, que ce soit des lésions cérébrales, rétiniennes, etc., là les personnes sont extrêmement choquées parce qu'elles se rendent compte que le geste est d'une violence inouïe. Et on précise qu'en général, c'est quoi? C'est le cerveau finalement qui cogne les bords? Oui, en fait, un bébé a une tête qui est assez grosse, et le cerveau n'est pas mature à cette époque, au premier mois de sa vie. Ce qui fait que finalement, il ne remplit pas la cavité crânienne, et donc avec le secouement qui est extrêmement violent, vous avez le cerveau qui s'entrechoque avec les parois crâniennes, et ce qui est à l'origine des lésions cérébrales. Bertrand, lorsque on va vous soupçonner pendant un moment, mais je crois que très vite, en fait... On n'a jamais été soupçonné, en fait. Vous avez été interrogé, voilà. Alors, donc le mardi soir, j'apprends ça, j'informe mon épouse, que je donne les coordonnées au médecin parce qu'ils discutent. On a eu beaucoup de questions. Est-ce que c'était une nounou, une babysitter, une nounou agréée, depuis quand on l'avait? Alors, pour comprendre ce qui s'était passé, on est eu face à une équipe qui connaissait le syndrome du bébé secoué, extrêmement compétente. On s'en est rendu compte dès les premières heures et tout au long les jours qui suivaient. Et aujourd'hui, le syndrome du bébé secoué, entre l'acte et les conséquences, c'est immédiat. Il n'y a pas d'intervalle libre entre l'acte et les conséquences. C'est-à-dire que quand on a un bébé qui est victime, c'est important ce que vous dites, quand on a un bébé qui est victime de ce syndrome du bébé secoué, ça veut dire que ça vient de se passer. Tout à fait. Ça ne peut pas avoir été fait il y a 10 jours ou 15 jours. Non. C'est que ça vient de se passer. Donc finalement, c'est assez simple pour découvrir les images. Alors, la seule difficulté, c'est que quand vous avez des cas de violence extrêmement importante et où vous allez avoir le nourrisson qui va être emmené à l'hôpital et où on va faire toute une batterie d'examens, effectivement, là, on peut diagnostiquer le cas du bébé secoué. Dans le cas de Bertrand, finalement, on a eu 3 secousses à des moments différents. La seule difficulté, c'est que vous n'avez pas les mêmes symptômes à chaque fois. Et donc, parfois, vous allez avoir un bébé, en fonction de la violence du secouement aussi, qui va avoir, par exemple, des vomissements, et ce qui fait qu'on ne pense pas immédiatement à poser le diagnostic du bébé secoué. On va s'orienter, par exemple, comme dans ce cas-là, vers une rhinopharyngite ou alors vers une intolérance au lait. Voilà. Bertrand, vous, quand vous avez compris que c'était ce syndrome du bébé secoué, vous avez compris que c'était la nourrice à ce moment-là? On savait que c'était quelqu'un qui était chez eux. Après, on savait qu'elle est toute seule. Et on a deviné rapidement, on a compris rapidement que c'était elle, puisque on était aussi harcelé de coups de fil et de SMS de sa part, pour savoir ce qui se passait. Suite au conseil des médecins, on a arrêté tout contact avec elle. On a porté plainte, mon épouse a porté plainte le mercredi matin immédiatement contre X, au départ. Et puis après, moi j'ai fait une déclaration le jeudi qui suit au service de police, où j'étais entendu 4 heures pour répondre à toutes les questions et pour construire le dossier afin de comprendre ce qui s'était passé. Ouais, effectivement, lorsque vous apprenez que Tom a été victime du syndrome du bébé secoué, vous décidez d'agir sans attendre. Vous nous le dites, vous allez porter plainte contre X. Alors pour le moment, vous n'avez pas de preuves. À ce moment-là, que c'est la nourrice qui est responsable des secouements. Mais rapidement, les rapports des médecins vont venir confirmer vos soupçons et une enquête est ouverte. Et c'est le début d'un combat, d'un très long combat qui va durer 4 ans. À Besançon, au moment du décès de Tom, le pédiatre de l'hôpital signale une suspicion de maltraitance au procureur. Et une enquête est ouverte. Rapidement,
Bertrand et sa compagne sont entendus et mis hors de cause. Le corps du nourrisson de 4 mois est autopsié. Les médecins concluent que le bébé a été secoué à au moins 3 reprises. Béatrice, l'assistante maternelle, est placée en garde à vue, mais cette dernière se mure dans le silence. Les policiers n'ont pas assez d'éléments pour la mettre en examen. Un nouvel expert est donc mandaté pour établir les causes du décès du nourrisson. Son rapport est rendu 4 mois plus tard. Et les conclusions sont sans appel. Tom a bien été secoué à 3 reprises. L'assistante maternelle est à nouveau placée en garde à vue. Et elle nie toujours son implication dans la mort de Tom. Mais elle est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Au printemps 2015, lors d'une nouvelle audition, la nourrice finit par avouer avoir secoué Tom une seule fois. Son procès s'ouvre le 15 octobre 2018, 4 ans après les faits. Grâce aux nombreuses analyses et expertises, le corps médical est formel. Tom a été violemment secoué et c'est ce qui a causé sa mort. À la barre, l'accusée revient sur cette funeste journée de septembre. Elle explique qu'elle n'arrivait pas à gérer les pleurs du nourrisson. Et elle reconnaît 2 secouements. Mais surtout, au 2e jour du procès, un témoignage inattendu va finir de convaincre les jurés de sa culpabilité. La mère de jumeaux, qui était aussi gardée par cette nourrice, raconte à la barre que sa fille souffre aujourd'hui de retard d'apprentissage et qu'elle est à moitié aveugle et à moitié sourde. Des symptômes imputables au syndrome du bébé secoué. Après plus de 3 heures de délibéré, Béatrice est condamnée à 7 ans de prison ferme. Elle écope également d'une interdiction de 5 ans d'exercer toute activité en contact avec des enfants. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers avec Bertrand qui est avec nous, qui est le papa de Tom, et maître Natacha Aleblian, qui est avocate de l'association Tatiana, syndrome du bébé secoué. Bertrand, il y a une décision terrible que vous allez devoir prendre 12 jours après l'hospitalisation. C'est les médecins qui viennent vous voir et qui vous disent que les séquelles sont trop lourdes pour Tom. Tout à fait. Le vendredi, on fait un bilan complet. Suite à tous les examens, ils ont fait 3 IRM pour voir l'évolution. Et en fait, on nous confirme que son cerveau est mort. Aujourd'hui, il était maintenu à ce moment-là par des machines pour respirer. Et aujourd'hui, il n'y avait plus aucune chance de retrouver un enfant, même handicapé, en vie. Donc on a dû, malheureusement, avec mon épouse, décider à quelle heure et quel jour on devait débrancher notre fils. Comment on décide ça? On le subit, on ne le décide pas. On ne peut pas laisser notre fils allongé à vie. Même s'il était dans le coma, il souffrait quand même. Il souffrait des maltraitances qu'il avait subies. Donc il fallait aussi l'aider à partir et que ça s'arrête pour lui. Donc on a prévenu toute la famille pour qu'il puisse le voir une dernière fois et on a décidé le dimanche de le laisser partir. Et ça a duré, on l'a accompagné pendant plus de 2 heures. C'est très long quand même. Oui, c'est pas comme dans les films. Hein. On débranche, on n'arrête pas une machine et ça s'arrête pas de battre. On débranche et puis il continue à respirer, son cœur continue à battre. Ça prend du temps. Puis après ça, la respiration s'affaiblit. Puis au final, après 2 heures, il commence à s'étouffer dans sa salive. On le voit peiner de respirer. On le voit lutter. Les respirations se font plus difficiles, de plus en plus difficiles, et puis il s'étouffe avec sa salive. Puis après, il ne respire plus, son cœur bat encore quelques instants, et puis après, il ne bat plus. Puis ça reste une poupée de chiffon, sans vie. La vie l'a quitté. Vous l'aviez dans les bras à ce moment-là? On l'avait dans les bras avec mon épouse, oui. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, c'est très dur
ces moments-là à vivre. Ah oui, là, une expérience comme ça bouleverse toute une vie. Hein, alors j'espère qu'il y a eu un accompagnement parce que face à une épreuve comme telle, si on ne met pas de mots, même sur l'insupportable, l'innommable, c'est encore plus compliqué. Donc effectivement, j'espère aussi pour votre femme un accompagnement, peut-être un suivi thérapeutique face à une situation comme telle. Dans ce cas de drame-là, en tout cas pour notre part, on est seul. D'accord. Seul. C'est-à-dire la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été sur Internet chercher ce que c'était le syndrome du bébé secoué, puis savoir comment on pouvait être soutenu. Et l'assistante sociale à l'hôpital, les médecins ont dit non, vous n'avez droit à rien. Voilà. Vous n'avez droit à rien. Et on a frappé à toutes les portes et elles sont restées closes, puisque c'est une tierce personne qui a fait du mal à notre fille, c'est pas un accident. Pour autant, on s'est battu, et encore, on se bat encore tous les jours pour survivre. Ça va mieux, 4 ans sont passés, le temps nous a aidés aussi. Mais on se bat aussi pour nous, pour la vie, pour notre fils, et puis pour nos enfants qu'on a aussi après, parce qu'on aime la vie. Et c'est aussi une victoire contre elle et contre le syndrome du bébé secoué de vouloir vivre après ce drame. Maître Florence Roas, un mot sur le verdict quand même concernant cette nounou, parce qu'elle a une interdiction d'exercer pendant 5 ans. Je dois avouer que je suis un peu surpris parce que je me dis, cette femme qui est soupçonnée d'avoir en plus secoué d'autres enfants, elle va se retrouver à nouveau avec des bébés, avec des enfants, quand elle va sortir, quand elle va avoir fait cette période de 5 ans. Est-ce que ce n'était pas possible qu'il y ait une interdiction permanente? Légalement, c'est possible ou pas? Tout à fait, Jean-Marc. C'est vrai que c'est assez surprenant que la peine complémentaire, puisqu'il s'agit d'une peine complémentaire qui est prévue par le Code pénal, n'est prévue qu'une peine provisoire, une interdiction provisoire de 5 ans, alors que la Cour aurait pu prononcer une peine d'interdiction définitive. Hein, c'est l'article 131. Donc c'est possible, ça aurait été possible, légalement. L'article 131-27 du Code pénal qui prévoit que la peine complémentaire peut être définitive. Alors je ne sais pas pour quelle raison ils ont décidé d'une peine provisoire de 5 ans, qui est le maximum prévu lorsqu'il s'agit d'une peine provisoire complémentaire. On ne peut pas aller au-delà de 5 ans, mais ça peut être définitif, effectivement. Ouais. Maître, c'est vrai que c'est assez surprenant quand même. Je suis d'accord avec vous. C'est aussi pour ça que nous, on se bat, parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où vous êtes auteur d'un acte de maltraitance comme celui-là, qu'est-ce qui prouve que finalement, à l'avenir, vous n'allez pas récidiver, recommettre de tels faits. Et pour commenter un petit peu aussi cette décision, c'est que vous avez une condamnation qui est de 7 ans d'emprisonnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les crédits de réduction de peine, les crédits de réduction de peine supplémentaires, cette personne va pouvoir obtenir une libération conditionnelle au bout de 2 ans d'emprisonnement. 2 ans? 2 ans d'emprisonnement. Elle est condamnée à 7, elle va en faire 2. Elle va en faire 2. Elle peut obtenir un aménagement de peine au bout de 2 ans. Et donc, c'est ça qui est aussi révoltant. Bien sûr que ça ne va pas ramener son fils, ça c'est évident, mais aujourd'hui, le message que ça renvoie, c'est que finalement, on s'en sort beaucoup mieux quand on tue un nourrisson, un enfant, que lorsqu'on est impliqué dans un braquage ou dans un trafic de stupéfiants. Et honnêtement, au-delà de la peine de prison, parce qu'après ça, c'est le système judiciaire, mais moi, c'est plutôt l'interdiction d'exercer qui me choque vraiment, parce que j'ai du mal à imaginer que cette personne, dans 5 ans plus tard, finalement, va se retrouver à exercer. Alors peut-être qu'elle n'obtiendra pas de nouvel agrément, parce qu'elle était effectivement assistante maternelle, mais toujours il y a des précautions à prendre qu'aurait pu prendre la justice, peut-être. Exactement, parce qu'elle peut toujours déménager, elle peut toujours être nourrice, et puis travailler dans le secteur de la petite enfance. Un dernier mot, Bertrand, comment vous allez, vous, aujourd'hui, votre femme, et le frère de Tom? Alors nous, on va beaucoup mieux. On s'est beaucoup bagarré, on aime la vie, on se soutient. On se bagarre aussi pour notre fils. Comme je l'ai dit précédemment, on a voulu avoir des enfants parce qu'on aime la vie. C'est un combat contre elle, c'est un combat contre ce syndrome. C'est dur, pas simple. Il y a aujourd'hui plus de moments positifs que de moments difficiles, mais on se soutient. L'association Tatiana est là aussi pour nous aider. Et ça, elle est unique en France. C'est un atout pour nous, victimes de ce syndrome. On est confiants, on avance, on est suivis. Et c'est une deuxième victoire pour nous. On a eu le procès avec la peine, mais réussir à vivre, c'est une deuxième victoire. Et c'est faire honneur aussi à notre fils Tom. Vous y repensez souvent? Oui, on y pense. Alors pas tous les jours, pas tous les matins, etc. Mais des fois, oui, on y pense. On y pense. Être à la hauteur, qu'il soit fier de ce qu'on fait
que je fais au sein de l'association Tatiana, ou être fier de ce qu'on essaie de faire au sein de la famille avec mon épouse, d'être heureux. Il souffre plus, c'est ça qui est important. Il est parmi les anges et on pense à lui, oui. Merci beaucoup Bertrand, merci d'avoir été avec nous. Merci également Maître d'avoir été sur ce plateau. On fait une pause et on se retrouve juste après. A tout de suite en direct.